toute œuvre, l'arrivée de ce nouveau-né dans le vaste programme des émissions a pour mission de se faire une touche particulière. Rendre vivant et redonner du souffle aux questions nationales qui constituent un repère pour les générations actuelles et à venir. Telle est la vocation profonde de leur mission à domicile. Des milliers d'entre vous, notamment les hommes politiques, ont reconnu ce visage. C'est celui d'un personnage qui a sémé la psychose dans toute la classe politique à un moment donné. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est certaine. Son histoire est indissociable de celle du président Ibrahim Barry Maïna Sara. Idi Ango Omar pour les uns, la terreur nationale pour les autres. Il était le tout-puissant ministre de l'Intérieur du président Ibrahim Barry Maïna Sara, détenteur par excellence du levier du pouvoir. Idi Ango Omar définit l'État en ce terme. S'il est fort, il nous écrase. Une fois affaiblis, nous périssons ensemble. C'est dans cette lecture qu'a eu lieu le douloureux enfantement de la 4e République, fortement contesté. Vendredi 9 avril 1999, Niamey vit encore dans la fièvre du coup d'État qui rythme la vie politique nigérienne. Le président Ibrahim Barry Maïna Sara n'est plus. Une mission inachevée ou des caprices du destin, de tout cela nous en parlerons cette semaine. Après 15 ans de silence, 15 ans d'observation, 15 ans de retrait politique, Idi Ango décide de sortir de son mutisme. 15 ans, ça suffit. Idi Ango Omar, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de l'émission à domicile en cette 15e commémoration de l'anniversaire du décès du général président Ibrahim Barry Maïna Sara. Merci à vous aussi d'avoir bien voulu penser à moi et à nous inviter à cette émission. Alors, c'est bien vous, Idi Ango, vous êtes méconnaissable. Oui, j'ai peut-être blanchi, c'est possible, mais c'est le même. Alors, 15 ans de retrait politique, 15 ans de silence. Aujourd'hui, vous avez décidé de briser le silence. Pourquoi? Disons que ce n'est pas de mes habitudes de refuser à la presse au nom de la démocratie, au nom de la liberté d'expression, au nom du donner et du recevoir, pour que les gens sachent à peu près ce qui s'est réellement passé par rapport à des événements. Je n'ai pas l'habitude de refuser des interviews ou en tout cas des invitations des journaux ou des leaders d'opinion qui me demandent leur avis. Je n'ai pas l'habitude. Alors, on vous a connu pendant la conférence nationale en tant que président du PMT Al-Barka. Après, c'était une forte alliance avec le président Barré. On vous a même confondu à son parti. Finalement, vous étiez même du RDP. Dans quelles circonstances avez-vous connu le président Barré? Et vous savez, le président Barré, Ibrahim Barry Maïna Sara, est un aîné, parce qu'on n'est pas de la même génération, mais étant tous des enfants de fonctionnaires qui ont servi à Niamey, on a appris à se côtoyer. Il a été promotionnaire à un de mes aînés, un de mes grands frères. Ils ont fait le lycée ensemble. Et chemin faisant, donc dans la vie de tous les jours, qui nous a, dans laquelle, en tout cas au niveau de Niamey, nous avons essayé de vivre en tant que scolaire, en tant qu'après fonctionnaire. Nous nous sommes côtoyés et nous avons toujours eu des appréciations mutuelles, quand bien même nous n'avons pas fréquenté les mêmes établissements. Mais en tout cas, dans la vie professionnelle, j'ai eu à l'approcher, il a eu à m'approcher et on s'est apprécié. Alors, vous étiez son ministre de l'Intérieur. On vous appelait Idi la terreur nationale, vous vous rappelez de ça? Oui, je me rappelle de tous les mots, peut-être des qualificatifs beaucoup plus tonitruants, beaucoup plus graves que ça. Je me rappelle très bien. Alors, en ce temps-là, vous avez agi en tant que ministre de l'Intérieur avec tout ce que cela suppose comme rigueur, ou bien c'était une façon de vous imposer aussi? Disons, il faut laisser la liberté aux uns et aux autres, les téléspectateurs, les spectateurs, des événements que nous avons connus, il faut leur donner la possibilité d'apprécier. De toutes les façons, ce n'est pas mes propos, ni les arguments que je vais avancer qui vont convaincre certains, ni leur permettre de retirer leur opinion par rapport à ma personne. Ce qui est sûr, c'est que ceux qui m'ont connu, mes amis, mes promotionnaires qui m'ont connu, savent que le Idi Ango Omar
ministre de l'Intérieur de la 4e République et le Idi Ongomar qu'ils ont connu dans la vie en tant que simple citoyen, c'était pas apparemment, manifestement la même personne. Mais comme on dit souvent, le pouvoir vous a changé? Pas le pouvoir qui m'a changé, mais les responsabilités changent. Et le contexte, ce n'est pas qu'il change, mais on est tenu de s'adapter par rapport à certaines situations. Quand j'étais simple citoyen ou même responsable du PMT, j'agissais collégialement avec un certain nombre de camarades du parti, du bureau. On prenait des décisions. Les opinions qui dominaient, s'il y avait une prépondérance par rapport, disons, à une décision à prendre, c'est la majorité qui l'emporte. Donc c'est une gestion relativement démocratique. Par contre, dans un gouvernement, il y a non seulement la collégialité du gouvernement, mais la responsabilité. Si j'ai été ministre de l'Agriculture, si j'étais peut-être ministre de l'Environnement, ou ministre de l'Éducation nationale, ou ministre de la Jeunesse et Sport, je n'aurais pas eu la même attitude. Mais à chaque fonction, il y a une attitude qui est forcément collée à cette fonction, dont il faut nécessairement prendre ses responsabilités. Et quand il s'agit de prendre ses responsabilités, en tant que ministre de l'Intérieur, vous imaginez tout ce que ça peut comporter. On assure la sécurité du pays, la sécurité du gouvernement, la sécurité de tous les citoyens. Et cela vous amène souvent à prendre certaines décisions, à être très ferme, rigoureux et même à la limite sévère. Mais ce n'est pas des changements, c'est lié uniquement à disons, au poste de responsabilité. Alors, est-ce que c'est parce que Barré connaissait bien votre état d'esprit qu'il avait fait appel à vous pour gérer le ministère de l'Intérieur dans un Niger assez, en tout cas, secoué par une crise politique à l'époque? Vous savez, avant l'appel du président Barré, j'ai d'abord été vice-président du HCR. Et je pense que dans ma carrière politique, cette fonction a été la plus dure par rapport au poste du ministère de l'Intérieur que j'ai occupé. Parce qu'on sortait de la conférence nationale, c'était une période assez tendue de démocratisation. Il y avait la revendication de la liberté d'expression. Si vous voulez, c'était beaucoup plus difficile. Et nous sommes rentrés aussi dans une espèce de cohabitation à l'époque entre le gouvernement de la transition et le HCR. Je ne vous apprends rien, vous avez dû voir vous-même dans les archives et tout ça. C'était quand même une période très très difficile qui nous a amené à travailler davantage parce qu'on n'avait pas d'expérience. La plupart des membres du HCR ou de certains responsables du gouvernement, on était des tout venants, on était des professionnels certes, certains enseignants, certains étaient des administrateurs, des techniciens des ministères, etc. On s'est retrouvés là avec la conférence nationale à les plus hauts postes de responsabilité du pays. Et là, ça demande beaucoup d'attention. Il faut apprendre, en même temps qu'on apprend, il faut progresser. Et moi je pense que ça a été une étape extrêmement positive parce que j'ai beaucoup appris. Et cette transition, pendant la transition démocratique, m'a beaucoup aidé à gérer donc, les postes que j'ai occupés sous la 4e République avec la présidence du président Ibrahim Barré Ménessara. Alors, M. Diangou, un acte sans précédent au Niger, la dissolution de la CENI. Dans quelles circonstances ça s'est produite? Vous savez, la dissolution de la CENI est intervenue à un moment assez particulier. On venait d'une transition, parce qu'il y a eu un gouvernement de transition après le coup d'État du 27 janvier 1996, qui a eu 6 mois. C'est un gouvernement de transition qui a duré 6 mois. Avec la pression et la contrainte de la communauté internationale, il fallait passer aux élections. Mais je voudrais vous dire en amont qu'avant cela, l'acte posé par le président Barré, le 27 janvier 1996, avait véritablement une signification. C'était un coup d'État, certes, qui a été défini comme tel par l'auteur et tous ses compagnons qui l'ont accompagné lors de cette opération, mais il y a eu une motivation, il y a eu une raison. Et tout le monde sait
En résumé, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Tout le monde savait la confrontation qu'il y a eu entre les différents blocs politiques. Tout le monde savait ce qui a motivé et poussé le président Barré avec ses compagnons d'armes à prendre le pouvoir. Le pays était en péril. Il y avait des acteurs issus donc, de la conférence nationale, qui était le premier gouvernement démocratiquement élu, qui a connu des soubresauts, des tensions, des fissures, au point où des acteurs qui étaient censés pacifier le pays, le relancer sous plusieurs angles, se sont retrouvés en situation de confrontation avec un pays qui était déjà en difficulté. Un homme a risqué sa vie avec ses compagnons pour prendre une décision capitale, qui a été à un moment donné appréciée par tous au regard de la situation politique dans le pays. Et cette situation a aussi été validée par les acteurs dont l'action avait été interrompue, parce qu'ils ont tous reconnu. Je n'ai pas besoin de le dire, il y a des documents d'archives, il y a des documents, il y a des textes, il y a des archives filmées, où ils ont reconnu avoir mis le pays en péril et qu'ils étaient d'accord pour cette, disons, interruption du processus qui était en cours. Donc le coup d'État était relativement un coup d'État légitime. Nous avons été appelés à participer à un gouvernement. Nous étions de plusieurs horizons. Au cours de la démarche que nous avons opérée, nous nous sommes rendus compte au fur et à mesure qu'il fallait aller aux élections. Une situation s'était posée. 6 mois, il est clair que tout le monde était d'accord que 6 mois c'était très court. On aurait pu avoir au regard des événements qui ont entraîné ce coup d'État, la communauté internationale et même nationale aurait pu donner la possibilité à cette jointe ou à cette transition d'avoir au moins 2 ans ou 3 ans. La conférence nationale a eu 17 mois. Pourquoi pas un coup d'État qui avait mis sérieusement en péril le pays? Nous n'avons eu que 6 mois de transition. Il fallait y aller. Évidemment, en 6 mois, un gouvernement n'a pas la possibilité de maîtriser tous les acteurs. L'autre élément extrêmement important, c'est qu'au regard des éléments que nous avons, il y a eu un certain nombre d'actes qui n'étaient pas, disons, orthodoxes dans un processus démocratique, parce que moi, en tant que ministre de l'Intérieur, je l'ai suivi de très près. J'ai vu qu'il y avait des choses qui risquaient de faire ramener les anciens acteurs. Et effectivement, de façon plus ou moins ou naïve ou de façon inexpérimentée, nous avons placé ou accepté de placer certaines personnes ou certaines personnalités à des postes extrêmement sensibles. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement important. Je voudrais simplement attirer votre attention sur les raisons qui nous ont amenés à poser cet acte. Et quand cette décision a été prise, il y a eu une consultation. Parce qu'il y a eu des consultations. C'est une décision, vous savez, vous imaginez qu'elle était suffisamment grave pour que moi seul, en tant que responsable du ministère de l'Intérieur, je ne pouvais pas prendre cette décision pour dissoudre donc la CENI. Mais une réunion s'est tenue où nous avons examiné, disons, tous les contours de l'éventualité d'un retour de l'ancienne classe politique au pouvoir. Monsieur le ministre, vous voulez dire que vous étiez battu? Vous avez senti que le président Barré a été battu aux élections ou quoi? Non, pas que le président Barré était battu, mais qu'il y avait eu de la manipulation, comme ça se fait dans beaucoup de pays. Et même ici, il y a eu des élections qui ont été contestées et tout. Mais nous avons eu la possibilité d'avoir la possibilité d'appréhender ce qui était en train de se passer. Et certaines décisions, dans le cadre de la manipulation, on a commencé à divulguer certaines informations des élections alors que le code, disons, électoral était très clair, que tous les résultats devaient passer
par la CENI, par la centralisation de tous les résultats au niveau de la CENI. Et si vous vous rappelez, si vous demandez des informations, la veille déjà, un certain nombre de résultats ont été communiqués à travers des ondes qui dénaturaient la réalité des faits. Ça veut dire que le président de la CENI de l'époque n'avait pas joué son rôle. Vous savez, il y a eu des analyses qui ont été faites par la suite. Ce qui est certain, c'est qu'il m'appartenait, moi, en tant que ministre de l'Intérieur, qui avait en charge des élections à l'époque, de donner l'information en temps réel par rapport à ce qui était en train de se passer dans les différents bureaux de vote. Et au regard de ça, des événements des informations que j'ai données, qui ont été vérifiées sur place par un certain nombre de partenaires de la 4e République, sur certains bureaux de vote, sur certaines régions, nous avons eu la confirmation des faits que nous avons avancés. Alors, il fallait prendre une décision. Il y a eu des manipulations pour permettre à certains de revenir. Nous, en tant que pouvoir politique, nous avons une appréciation du fait qu'il y a eu réellement manipulation. Quelle était la décision à prendre? Nous avons estimé que la décision qui a été prise, celle de dissoudre la CENI et de la remplacer par les commissions administratives, était la meilleure. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons dissous la CENI, nous avons permis aux commissions administratives de continuer le processus et ces résultats ont été rapportés et qui nous ont donné les résultats que nous connaissons qui ont permis au président Barré de se retrouver au pouvoir. Maintenant, spéculation pour spéculation. Aujourd'hui, 17 ans après, c'est ça? 16 ans après, il est permis à tous ceux qui veulent de commenter comme ils veulent. Libre à eux de penser ce qu'ils veulent. Mais nous estimons qu'en ce temps-là, nous avons pris la décision la meilleure qu'il fallait pour permettre au Niger de continuer dans l'accalmie, le calme, donc le processus dans lequel il s'est engagé, qui nous a donné les résultats que nous connaissons et qui a permis donc de faire naître la 4e République. Maintenant, vous allez me dire qu'à l'époque, la presse et tous ceux qui n'étaient pas contents par rapport à ce qui s'est passé, beaucoup d'écrits, beaucoup d'encre ont coulé sur les papiers, ça c'est vrai. Mais ça fait partie de notre histoire. Monsieur le ministre, le douloureux enfantement de la 4e République au Niger a créé un moment une forte opposition qui a combattu le général Barré et, si vous voulez, les forces vives de la nation. On se rappelle encore du molestage des enseignants et même des journalistes. Vous et votre homologue Souley Abdoulaye, qu'on appelait Souley Meboulala à l'époque, où vous avez eu même à chicoter des journalistes. Allons-y par étapes. Je voudrais simplement que vous me citiez un seul journaliste que j'ai chicoté. J'étais ministre de l'Intérieur, c'est vrai, tout puissant, comme le disent certains, Kahi Barré, comme disent d'autres, mais ce qui est certain, je ne pense pas vous en face de moi, j'ai beaucoup d'amis dans la presse, mais je ne pense pas qu'un seul puisse vous dire que j'ai eu à le chicoter ou à l'insulter. Et aucun journaliste ne peut vous dire que j'ai été l'homme le plus cité dans la presse. Mais pas dans le bon sens, dans le sens le plus dur. Toutes les insultes ont fusé dans les différents journaux, y compris des journaux pro-gouvernement à l'époque. Rappelez-vous. Pourquoi cela? Parce que tout simplement, ça relève de la fonction. Moi, je le considère comme ça. Je suis en mission, je mène une fonction extrêmement difficile, une mission difficile, qui ne me fait pas que des amis. J'ai perdu beaucoup d'amis au cours de cette mission. J'ai perdu peut-être même des parents qui, faute de ne pas comprendre ce qui se passe réellement, ont peut-être préféré prendre des distances, mais j'assume. Parce qu'il y avait deux choses à moi. À partir du moment où j'ai accepté cette mission, il fallait la continuer. Si à un moment ou à un autre, il y avait un couac qui m'amenait à me désengager, j'allais démissionner. Et pour votre propre information, j'ai eu l'occasion de démissionner par 2 fois dans le gouvernement de la 4e République, une démission qui n'a pas été acceptée.
Écoutez, pourquoi vous avez demandé de démissionner? Non, on avance. D'abord parce que pour des raisons professionnelles. Parce que dans l'exercice de la fonction, j'ai été amené... Ça vous rendait impopulaire? Non, pas du tout. Alors ça, pas du tout. Je pense que je sais, à l'époque, quand j'ai fait une rétrospective, bien sûr, maintenant, comme j'ai dit, l'eau a beaucoup coulé sous le pont. Vous avez posé la question tout à l'heure, mais Ilia Ngomar, c'est bien vous? Effectivement, j'ai blanchi. 15 ans en arrière, il y avait encore de la vigueur. Il y avait encore beaucoup de dynamisme. Aujourd'hui, il y a du recul. Mais disons que par rapport à la fonction, je n'ai jamais été amené à un moment ou à un autre à me demander de me retirer. J'ai accepté ce poste et j'ai accepté par principe d'accompagner le président Barré dans, en tout cas, le processus dans lequel il voulait entraîner le pays. Dans son ambition, que j'ai appréciée, si à un moment donné je me suis retrouvé du PMT Al-Barka au RDP, c'est parce que votre parti? j'ai pas abandonné le parti. Je pense que les camarades sont là. Il y a le camarade Mamalo, Abdelkarim Mamalo, qui préside. À l'époque Barré? Non, je parle bien de l'époque Barré. Abdelkarim Mamalo était le secrétaire général adjoint, à ce que je sache. Il est encore présentement en vie. Il est à la tête, il préside les destinées de ce parti. Je pense qu'il est le mieux placé pour savoir si j'ai abandonné le parti, ou si j'ai fait une consultation, ou si j'ai concerté les camarades. Mais toujours est-il qu'à un moment ou à un autre, j'ai eu la chance et l'honneur d'être un des camarades qui a participé à la création de ce parti. J'ai, disons, donné pratiquement tout à ce parti. Et j'ai été également heureux, sur la base d'un échange de compréhension, à avancer, à évoluer vers une autre structure après avoir rencontré un homme dont je pensais, quelque part, on avait quelque chose en commun. J'étais disposé pleinement, sans restriction aucune, à l'accompagner dans ce qu'il avait voulu entreprendre pour ce pays. Et je ne voulais pas avoir d'entrave. Et c'est ça aussi la responsabilité. À un moment donné, il ne faut pas, on ne peut pas jouer, disons, comme un acteur de cinéma. Il y a des décisions à prendre, même si je laisse mon passé politique derrière moi, mais j'avance, j'évolue. Et j'ai été très heureux d'avoir partagé ces moments extrêmement importants et d'avoir peut-être apporté une très 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 modeste contribution à la marche de mon pays. Ilia Ngomar, chemin faisant, un vendredi 9 avril, le président Barré a été assassiné. Vous étiez où le 9 avril? J'étais à Niamey. J'étais avec lui? J'étais avec lui, disons, jusqu'à peut-être 30 minutes ou 1 heure de temps avant l'assassinat. Parce que, pour un peu remonter un peu dans le temps, 24 heures avant, je n'étais pas au courant qu'il voyageait. C'est vrai, le 9 avril, je ne savais pas qu'il se rendait à Inates. Habituellement, j'étais informé parce que même étant au ministère de l'Agriculture, il m'arrivait d'échanger, de me retrouver chez lui, qu'il m'appelle pour me dire... mais ce jour-là, je n'étais pas au courant. Je ne savais pas qu'il voyageait. Mais j'ai quand même eu un certain nombre d'informations extrêmement importantes et graves qui faisaient comprendre qu'il y avait une menace réelle sur la 4e République, une menace réelle sur même la vie du président, du gouvernement et beaucoup d'autres choses. Et quand bien même étant au ministère de l'Agriculture, n'étant plus au ministère de l'Intérieur, je pense que la collégialité aidant, il était impératif à mon niveau, au regard de ces informations que j'ai reçues, de les partager avec les collègues. Et c'est ainsi que le jeudi 8 avril, j'ai eu à me rendre aux environs de 15 heures, donc dans le bureau du ministère de l'Intérieur du ministre Souley Abdoulaye, que j'ai informé donc, de cette menace et que je souhaitais que nous puissions transmettre au président de la République cette information. Avec lui, nous avons également, à ma demande, on s'est rendu dans le même bâtiment auprès du ministre Tonkara, qui était ministre de la Défense, qui nous avait reçus avec le ministre Souley, et à qui également nous avons dit voilà un peu les informations qu'on avait, qui étaient
assez recoupées, assez sérieuses, et qu'il fallait absolument non seulement les prendre dans leur dimension, mais également les transmettre au président. Et c'est ainsi qu'à 3, nous nous sommes rendus au bureau du président de la République, donc l'après-midi du jeudi 8. Et il nous a reçus et je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles je me suis permis, parce que ce n'était pas mon domaine, je n'étais plus ministre de l'Intérieur, j'étais encore moins ministre de la Défense, pourquoi je me suis permis de me rendre chez le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense pour leur faire part des informations que j'avais et également leur demander de venir en leur présence vous transmettre ces informations. Donc ça, c'était le jeudi 8 avril. Comment le président Barré avait pris ces informations? Ce qui est sûr, je ne suis pas en charge du ministère de l'Intérieur, je ne suis pas en charge du ministère de la Défense, je me suis retiré donc, de la présidence et j'ai laissé les deux ministres, le ministre Souley Ablaye et le ministre Sonkara avec le président de la République. Et le soir, l'après-midi, donc de retour du ministère, j'ai également eu une autre confirmation de la même information aux environs de 19h. Et j'ai dit à la personne que j'ai eu à transmettre donc, ces informations au président de la République. Le lendemain matin, à 7h, donc, pour revenir un peu à la question de savoir si on était ensemble, donc je m'étais rendu donc, à la présidence à 7h10, 7h15. Et en ce moment déjà, quand je quittais le... Disons que par réflexe, il fallait que j'aille pour savoir s'il y a eu quelque chose qui s'est dégagé par rapport à l'information que j'ai donnée, si elle était confirmée ou infirmée, parce qu'une information, c'est une information. Et donc, c'est comme ça que je me suis rendu à 7h15. Il s'est trouvé qu'il demandait à me voir. Et il avait déjà téléphoné à la maison au moment où j'ai juste quitté. Et quand je me suis présenté, donc j'ai été immédiatement reçu. Et je suis resté à peu près 45 minutes avec lui. Mais on avait parlé de tout, sauf de la question de la menace. Qu'est-ce qu'ils ont arrêté avec le ministre Souley ou le ministre Sonkara? On n'a pas parlé de ça. On avait beaucoup plutôt parlé d'autres sujets, le conseil des ministres. Comment vous l'avez senti à ce temps-là, lui, le président Barré? Disons que quand je l'ai rencontré, il était disons, serein. Je l'ai rencontré, je l'ai vu serein. Mais quand même, une interrogation, c'est que ce n'était pas de ses habitudes de me regarder avec insistance. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qu'il voulait communiquer peut-être, mais qu'il n'a pas, parce qu'on a parlé de beaucoup d'autres choses. Et quand je le quittais, on a abordé un peu la question sécuritaire vers la fin. Je lui ai dit, Monsieur le Président, il est vraiment temps que certaines dispositions soient prises. Et il m'a répliqué comme ça, Omar, ne t'en fais pas. Et en ce moment, au moment où il ouvrait la porte, parce que c'est de ses habitudes, quand il reçoit même ses ministres, etc., de se lever, d'ouvrir la porte, et on avait annoncé le Premier ministre, qui était resté quand même 5 minutes pendant que j'étais avec le président. Et juste au moment où il ouvrait la porte, il m'a dit, je veux faire un petit déplacement. Il ne m'a même pas dit Inates, il a dit, je veux faire un petit déplacement à l'intérieur du pays, et je rentre vers 14h, 15h, et je vais t'appeler. Voilà. C'est le contact que j'ai eu avec lui le jour du 9 avril. Malgré tout, quand je suis sorti, le Premier ministre est rentré, je suis resté dans le hall, jusqu'à ce qu'il ait terminé donc, ses audiences. Et je me rappelle très bien à l'époque, les derniers qui étaient rentrés dans son bureau, c'était M. Talata Mamadou et le colonel Moussa Gouro à l'époque, qui était chef d'état-major général. Et aux autres, il avait dit d'attendre jusqu'à son retour. Et je l'ai accompagné à sa voiture. Et son escorte a démarré. Et j'ai pris ma voiture, parce que j'étais au volant de ma propre voiture, une voiture anonyme, banalisée. Et j'ai accompagné le cortège jusqu'au niveau du commissariat central. Habituellement, il me dit, viens m'accompagner à l'aéroport. Ou bien,
viens, si tu n'as rien d'important, viens, on va partir, je vais aller à telle mission, bien je vais faire telle visite. Il ne me l'a pas dit, donc je ne suis pas allé au-delà. Et arrivé au niveau du commissariat, le cortège a continué sur l'aéroport. Et moi, je suis rentré, mon ministère était juste à côté du commissariat central, donc je suis rentré au ministère de l'Agriculture. J'ai su les premiers indices sans savoir réellement ce qui s'est passé, parce que certains au niveau de mon ministère ont entendu des coups de feu, semble-t-il, du côté de l'aéroport. Et moi j'étais dans mon bureau, je n'ai rien entendu. Donc le premier signal, c'était le ministre Sadou Bawa, que vous connaissez certainement, donc qui est revenu de l'aéroport parce qu'il était au Ghana pour ses raisons personnelles. Et c'est là-bas, devant lui, je crois, il a dû apercevoir en tout cas le mouvement. Il fait partie de ceux qui ont précipitamment quitté donc, le Ghana à la suite des premières fusillades et qui est rentré très paniqué donc, au ministère. Il a demandé à me voir, je suis sorti, il m'a demandé, monsieur le ministre, vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien appris, j'ai dit non. Il semblait tellement, disons, déstabilisé que je lui ai dit, mais de toute façon, s'il y a quelque chose, je finirai par le savoir. Et donc, je suis rentré dans mon bureau. Et ce n'est qu'aux environs de 11 heures, parce que je pense, je ne sais pas, mais peut-être que les gens ont déjà eu l'information, même au niveau du ministère, les gens ont dû avoir l'information. Mais compte tenu des rapports que j'avais avec le président Barré, peut-être personne ne voulait me dire, m'annoncer cette triste nouvelle. Toujours est-il que vers 11 heures, aux environs de 11 heures, donc le DGPN, le directeur général de la police nationale, donc M. Ado Garba, est venu à mon bureau et m'a dit ceci, écoute un tel, il faut beaucoup de courage, voilà ce qui est arrivé au président Barré. Et la seule, le réflexe de parole que j'ai eu, c'est de lui dire, ils sont quand même finalement arrivés à leur fin. Ils l'ont finalement eu. Bon. Vous savez, quand j'étais au ministère de l'Intérieur, j'ai tout vu, j'ai tout entendu. Et j'avoue que nos services étaient des services extrêmement sérieux. Il y avait des indices. Et on prenait beaucoup de dispositions. Les gens pensaient que c'était du zèle. Et rappelez-vous, parce que la fonction de chef d'État, la fonction de ministre de l'Intérieur, la fonction de ministre de la Défense, ce n'est pas des fonctions où on doit se permettre un certain nombre de choses. Vous êtes obligé de sacrifier votre temps si vous voulez avoir le maximum d'informations en temps réel. Sacrifier de votre temps, sacrifier de votre famille et mettre un plus par rapport aux autres parce que vous n'avez pas la même fonction. Et c'est ce qui explique parfois quand certaines décisions sont prises, les gens ont l'impression que c'est du zèle. Et je vous demande de faire une rétrospective, de voir un peu tout ce qui a été dit à l'époque dans les colonnes des journaux de vos camarades par rapport à certaines décisions qui sont prises. Et souvent on dit que voilà, avec le zèle du ministre de l'Intérieur, il a fait ci, il a fait ça. Mais rien n'est fait au hasard. Monsieur le ministre, après l'assassinat du président de la République, vous avez eu l'information. Le président de l'Assemblée nationale, notamment Moutari Moussa, il était où? Vous savez, quand les événements se sont produits, il faut reconnaître que c'était aux environs donc, de 9h, 10h, 10h30. L'information a été plus ou moins confirmée vers midi. Réellement, le corps, les gens l'ont vu, à la clinique Pasteur, amené, apporté dans l'état que nous connaissons. Et donc, il y avait, disons, une certaine fébrilité. Mais, au-delà de tout ça, c'est que nous avons eu une déclaration dans l'après-midi du vendredi 9 avril. Il y a eu une déclaration. Une déclaration de qui? Du Premier ministre de l'époque. Donc, qui annonçait la mort subite du président des suites d'un accident malheureux. Et dans cette même déclaration, il a annoncé, je ne sais pas si c'était la dissolution ou la suspension de l'Assemblée. Rappelez-vous bien, et je crois que si vous prenez les textes,
de la Constitution, nulle part, il n'a ses prérogatives. Ça, c'est un. Le premier réflexe d'un coordonnateur, parce que quand on est Premier ministre et quand on a un tel événement, vous avez deux responsabilités. Vous avez un exécutif et un législatif. L'exécutif, avant même cette déclaration-là qui a eu lieu l'après-midi, moi j'étais ministre de l'Intérieur, ministre de l'Agriculture, ministre d'État de l'Agriculture. Le premier réflexe, c'est de me dire que je devais être convoqué en urgence, quel que soit ce qui allait sur par ailleurs. Même si le Premier ministre avait un pistolet à la tempe, il a le devoir de dire à ceux qui ont mis le pistolet à sa tempe, j'ai le devoir d'informer les collaborateurs membres du gouvernement. Cela n'a pas été fait. Non seulement on nous annonce que le président a été, par un accident malheureux, donc il a été tué, mais on prend la responsabilité de dissoudre l'Assemblée. Il y a eu une réaction d'ailleurs. Je ne sais pas où se trouve le président Moutari, mais ce qui est sûr, le président de l'Assemblée, nous avons eu une réaction de certains députés, et une déclaration qui a été lue donc par le député Ilakane, je crois, qui était le vice-président. Quel était le contenu? Bon, où il protestait sur donc, cette décision de la dissolution de l'Assemblée. Il y a eu une réaction de l'Assemblée, de certains députés de l'Assemblée. Et donc on dit que vous avez fait appel à Moutari Moussa pour venir prendre la responsabilité du pouvoir. Vous savez, la logique, c'est la logique. Je n'ai pas besoin de l'appeler. Mais vous l'avez fait quand même. Non, je ne veux pas rentrer dans cette polémique. Je pense qu'il y a une logique constitutionnelle qui dit qu'en l'absence du président de la République, qui disparaît d'une manière ou d'une autre, l'Assemblée nationale devait assurer l'intérim jusqu'à une certaine période, préparer les élections et tout ça. Pourquoi le président Moutari avait disparu? Je ne peux pas savoir. Je ne peux réellement pas savoir. Je ne peux pas vous répondre. Et aujourd'hui, je pense qu'il est vivant. Le président Ilakane à l'époque était vivant. Un certain nombre de députés sont encore vivants. Je pense qu'il n'y a pas mieux que lui pour justifier pourquoi, où est-ce qu'il était et pourquoi les choses ne sont pas passées comme ça se devait. Donc on dit que vous avez fait appel à un autre groupe militaire pour intervenir. Vous savez, on n'avait pas besoin de tout ça. En tant que ministre de l'Intérieur, je ne l'étais plus. J'étais à ce poste du ministère de l'Agriculture, j'avais quitté le ministère de l'Intérieur depuis plus d'1 an. Donc de quelle force je peux disposer? Je ne suis pas ministre de la Défense. Je n'ai pas une prérogative aucune, je n'ai pas de papier. En tout cas, je ne pense pas, si ce n'est pas un rêve que les gens ont eu à dire. Vous savez, beaucoup de choses ont été dites. Mais ce qui est certain, c'est que j'ai subi, comme tout le monde, ce moment difficile. Et le soir, je vous dis, le vendredi, le soir, n'ayant pas eu de réaction de la part du Premier ministre, le lendemain, le samedi, je l'ai appelé aux environs de 9h, 10h. J'ai beaucoup hésité, mais quand j'ai vu que le silence était présent, j'ai été amené à l'appeler. Et je lui ai demandé, mais monsieur le Premier ministre, le président est mort. Vous avez fait une déclaration. Et vous avez dit que les obsèques doivent être organisées de façon officielle. Mais qui peut organiser ces obsèques si ce n'est pas le gouvernement? Il m'a répondu en disant, mais le ministre Sidikou, qui est le ministre des Affaires étrangères, est présentement donc aux Affaires étrangères en train d'envoyer des téléx et des messages. J'ai dit, mais monsieur Sidikou, le ministre Sidikou, à lui seul, il ne peut pas représenter le gouvernement. À lui seul, il ne peut pas organiser. On s'est quitté sur cela, on s'est rapproché. Et vers midi, je pense, parce que je n'ai pas l'heure exacte, son protocole, un certain monsieur Ango à l'époque, monsieur Ango, le protocole m'a appelé. Et je crois que c'était ce qu'il a fait, l'exercice qu'il a fait avec tous les autres ministres, pour demander la convocation d'un conseil de cabinet, donc le samedi à 15h. Et c'est comme ça que la plupart des membres du gouvernement qui étaient présents à Niamey, qui ont été contactés, donc se sont retrouvés ce samedi-là à 15h dans la salle du conseil des ministres de la primature pour
pour disons, discuter donc, de tout cela, sur ce qui s'est passé et comment il fallait organiser les obsèques. Et j'avoue que là également, ça n'a pas été facile parce que je sais qu'il y a des ministres qui sont pris au Premier ministre pour lui demander de quel droit et au nom de qui, pourquoi il a osé parler au nom du gouvernement, a osé parler pour dire ce qu'il a eu à dire dans le... Monsieur le ministre, quelle lecture avez-vous fait de cette déclaration du Premier ministre qui était subitement avec le Conseil de réconciliation nationale? Vous savez, c'était une trahison. Il faut laisser chacun avec sa conscience. Mais demandez-moi par contre à moi, qu'aurait été ma réaction si j'étais Premier ministre à l'époque. Vous savez très bien que moi, je vous dis tout de suite, quelles que soient les circonstances, il n'y a pas un homme qui n'a pas peur. Il n'y a pas une personne, à moins que cette personne soit vraiment folle. Chacun a l'instinct de peur. C'est un sentiment humain. Mais je pense que par rapport à tout ce que les circonstances, au-delà même si on n'avait pas de rapport particulier avec le président Barré, les circonstances dans lesquelles les choses se sont passées, moi, je n'aurais pas continué avec la junte. Il s'agit de moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'anime. J'ai lu des passages un peu dans les journaux, certaines déclarations dans le Jeune Afrique, où il a fait allusion qu'il était obligé, disons, de maquiller un peu. À peu près, je n'ai pas les termes, mais que s'il avait annoncé l'assassinat du président Barré, que c'était l'accident malheureux ou le Libéria, je crois qu'un terme comme ça, ou la Sierra Leone, je crois que c'est la Sierra Leone qu'il a dû utiliser. C'est ou l'accident malheureux, ou bien la Sierra Leone. C'est-à-dire que... Elle vient faite à la guerre civile. Voilà. Donc, en fait, implicitement, il reconnaissait qu'il y a eu effectivement assassinat. Mais est-ce qu'il est de son devoir, il est de sa responsabilité de camoufler la réalité? Ça, il est seul avec sa conscience. Après cette déclaration, vous étiez devenu quoi, vous les proches de Barré? Est-ce que le Conseil de réconciliation nationale de Wanké a mis la main sur vous? Et disons que il y a eu quand même un certain nombre de divisions de compréhension par rapport à la question sur ce sujet. Participer ou ne pas participer, etc. Toujours est-il que on s'est retrouvé, le RDP, puisque j'ai dit on s'est retrouvé, j'étais encore RDP, on s'est retrouvé dans le CRN, c'est ça, dans le gouvernement du CRN qui a été présidé par le CRN. Là également, on ne peut que dire que c'est malheureux. Qu'est-ce qui a pu guider cette orientation? Parce qu'on voyait venir. Vous savez, à cette réunion du conseil de cabinet, nous avons souhaité que les obsèques puissent être bien organisées jusqu'au niveau de Dosso, jusqu'au niveau de Doumega. On avait demandé un certain nombre de choses dans l'horizon funèbre et tout ça, et qui avaient été acceptées. Je parle aujourd'hui, et je crois qu'à ce conseil de ministres, il y avait au moins un minimum, peut-être 12 ou 13 ou 15 ministres du gouvernement Barré qui étaient là, et on avait demandé un certain nombre de choses. Le colonel Salif Tonko était préfet de Dosso. Il était question de l'appeler au téléphone pour lui demander des instructions, lui donner des instructions par rapport à l'organisation des obsèques du lendemain. Un ou deux ministres devaient l'appeler par rapport à la mise à disposition de certains fonds pour accueillir donc, les étrangers qui devaient venir. L'horizon funèbre devait se faire et par le Premier ministre. À la fin, il n'y a pas eu d'horizon funèbre. On nous a fait comprendre qu'un président de la République, on ne fait pas d'horizon funèbre à un président de la République. Mais comme vous savez, quand on a occupé certaines fonctions, il faut savoir lire entre les visages. Il faut savoir lire sur les visages. Il faut savoir lire dans les yeux. Il faut savoir analyser les mots, les termes, les gestes.
Et de façon désinvolte, j'ai pensé que ce n'était pas évident qu'on ait l'horizon funèbre. Et c'est ainsi qu'au sortir de cette réunion du conseil de cabinet, j'ai sollicité M. Amadou Ousmane, qui était le directeur de cabinet adjoint du président, et je lui ai demandé donc de nous préparer quelque chose dans le sens de l'horizon funèbre. Il m'a dit, mais pourquoi? J'ai dit, oui, je viens de sortir d'une réunion, on a décidé de la faire, mais je sens que cet horizon ne sortira pas. Je n'ai pas l'impression qu'on l'aura, mais on ne sait jamais. Je vous demande de préparer. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit, vous avez tous les éléments peut-être pour le faire. Il a fait un draft qu'il m'a soumis le soir, vers 22h30, au domicile de la mère du défunt, que nous avons parcouru, que nous avons lu. Et nous avons décidé de finaliser ce document ensemble à mon ministère de l'Agriculture, où on s'était rendu, donc lui, moi, et au sortir de chez Barré, de la famille Barré, nous avons rencontré Amadou Aligini, qui est le magistrat Amadou Aligini, qui est ami du président, à qui je fais pas. J'ai dit, bon, on est là en train de préparer l'horizon funèbre, chose. Il dit, non, ça tombe bien qu'il est totalement disponible. Donc on est allé. Donc on a pu ouvrir mon ministère, mon chef de cabinet a ouvert le ministère, on a fait venir un informaticien. Donc on a pu préparer quelque chose jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Et donc M. Amadou Ousmane a bien voulu mettre tout son temps, son talent, il a finalisé avec Amadou Aligini. Et cette copie, j'ai souhaité qu'une seule copie soit faite. Et c'est cette copie qui a été faite, pardon, qui m'a été remise donc, par mon chef de cabinet aux environs de 4h du matin, parce que je devais quitter à 4h30 avec M. Boubé Oumarou pour aller sur Doméga, parce qu'on devait organiser donc l'accueil. Donc de la délégation qui devait venir de Niamey. C'est ainsi que je m'étais rendu à Doméga. J'ai consulté la famille. Il s'est trouvé que la famille a passé la nuit là-bas, ses frères et sœurs, et je leur ai demandé, voilà la situation. On a tenu une réunion. Et que à cette réunion, on avait décidé de faire l'horizon funèbre. On n'est pas sûr que ça soit fait, mais on a rédigé, en tout cas l'horizon, voilà le projet, vous lisez. Pour nous, c'est les amis et la famille. Si ça vous convient, vous désignez la personne qui est à même de lire cette horizon, et ils ont désigné Amadou Aligini. Et à ma grande surprise, effectivement, quand le matin, la délégation est arrivée, donc le Premier ministre qui a conduit la dépouille, avec le ministre Amara ici, donc de la Côte d'Ivoire, et toutes les personnalités militaires et civiles qui étaient arrivées. Quand le corps est arrivé, donc j'ai demandé au Premier ministre l'horizon funèbre, il m'a dit qu'il n'y a pas d'horizon funèbre. Et également, j'ai demandé est-ce que le préfet de Dosso, parce que je lui ai posé la question, il était là-bas, il m'a dit que même sa présence à Doméga, il est venu de lui-même. Il n'a reçu aucune instruction lui demandant de se rendre à Doméga pour s'occuper de l'organisation des obsèques. Et que même là, sa présence à Doméga, il est venu de lui-même. Et il m'a confirmé devant le Premier ministre qu'il n'a reçu aucune instruction donc, lui demandant de prendre en charge un certain nombre de choses. Donc je pense que c'est suffisamment, il y a quand même des éléments, des indices. Et c'est ainsi que quand on a payé le corps, j'ai dit au colonel Moussagouro et au grand frère du président Barré, Amadou, qu'il y a en tout cas l'horizon funèbre qui a été. Ils ont dit par qui? J'ai dit par les amis et les frères. On a dit mais c'est avec qui? Avec Moussa Gil. Effectivement, il était déjà devant le caveau, là où devait être enterré donc, le président Barré. Et automatiquement, il est sorti. Il y avait la télévision nationale, il y avait la télévision ivoirienne. On lui a demandé de lire et il a commencé à lire. Et c'est en ce moment, au moment où il était en train de lire, parce que les termes étaient forts, les gens étaient en pleurs, des personnes étaient en pleurs, même des personnalités militaires étaient en pleurs. Nous avons entendu une voix qui a voulu arrêter la lecture de cette horizon et qui a demandé la sonnerie aux morts. Obligatoirement, Aligini devait se taire. La sonnerie appliqua. Et à la fin de la sonnerie, pour vous dire jusqu'à quel point
quand même les sentiments étaient partagés. Dans cette communauté, un autre officier supérieur a dit continuez. Il a demandé à ce que la lecture continue. Alors, la voix et Moussa et donc Amadou Al-Jini a continué. Et quand il a fini la lecture, on a procédé à l'enterrement. Et bien sûr, c'était aux environs de midi. Toujours est-il que le son est parti de Dosso. Donc à 13h, sur toute l'étendue du territoire, les gens ont eu à entendre, à écouter l'oraison qui a été lue à l'occasion de l'enterrement des obsèques du président Barré. Et c'était la seule et unique fois. Parce que l'après-midi, dès que le son est sorti, comme vous le savez, les autorités ont demandé à ce que ce son soit retiré. Je crois que les cassettes ont même disparu. Et heureusement qu'on a le texte et on a également le fond sonore et les images de la télévision ivoirienne qui était venue, elle, avec le ministre des Affaires étrangères Amaré ici, et qui a filmé et télévisé, donc filmé les événements. Donc c'est pour vous dire, quant aux deux voix, je vous dis, je renvoie aujourd'hui avec le temps. Oui, c'est vrai. Il y a 5 ans, en arrière, il y a 10 ans, j'aurais dit tout de suite celui qui l'a fait. Mais j'ai pris du recul, vous savez, j'ai pris du recul. J'ai dit beaucoup de choses, j'ai pris du recul, parce que c'est pour ça que je renvoie tout le monde à sa conscience. Parce que quand vous regardez parmi tous ces acteurs, ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, ce que nous demandons, nous continuons à revendiquer l'enquête, mais ce qui est sûr, c'est que la plupart de ceux qui, de façon présumée ou interrogatoire, ont eu à participer, quand même ils ont eu des descentes en enfer. Et ça ne finit pas. Ça ne finit pas. Parce que, vous savez, on prend du recul, parce que quand il y a eu l'assassinat, c'est vrai. Les 5, 6 ans, 7 ans durant, ça a été très, très dur pour moi. Je vous le dis aujourd'hui, en face. Je ne pouvais pas comprendre. Je côtoyais des gens dont je savais pertinemment qu'ils étaient impliqués. Ça a été difficile à digérer. Mais je remercie Dieu parce que, quelque part, Dieu m'a guidé. J'ai toujours été, disons, un croyant pratiquant. Et je crois que ça, quelque part, avec du recul, j'ai eu le temps de réfléchir, disons, vraiment de travailler un peu la façon de voir les choses. Et malgré tout, c'est une façon de voir en ce qui me concerne qui est très positive. Et c'est pour ça que je renvoie chacun à sa conscience. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous avez regretté dans la gestion Barré par rapport à votre mission aujourd'hui? Disons, le regret, c'est que il y a un homme qui avait une ambition pour ce pays, qui était un véritable patriote, sympathique, ouvert, et ce qui est extraordinaire, un humanisme à la limite de la naïveté, toujours la main tendue, même à ses adversaires, et qui était prêt à pacifier ce pays, pourvu que les gens avancent. Il prenait des décisions qu'on ne comprenait pas. Contrairement à ce que vous pensez, on était là, nous étions peut-être les faucons, on peut nous appeler les faucons, mais c'était un homme qui avait la tête sur les épaules, à qui vous ne pouvez pas forcer la main, à qui vous ne pouvez pas faire ce qu'il ne veut pas faire, et qui réfléchit, et qui à des moments donnés, donne une synthèse que vous êtes amené à accepter. Aujourd'hui, par rapport à la rébellion, il a fait la preuve. Il a certes été, il a fait partie, c'était un acteur de ceux qui ont signé les accords du 25 avril 1995 au Burkina. La mise en œuvre, sans lui, il a forcé la main à tout le monde pour faire accepter certaines décisions. Parce que pour lui, c'est toujours le Niger. Quand on dit, mais ceux-là, ils ont posé tel acte, mais avant tout, c'est les Nigériens, est-ce que nous sommes prêts à leur pardonner? Avançons. Donnons un peu de ce qu'ils ont demandé. Et ça nous a permis aujourd'hui, il a été manifestement, je ne prends que cet exemple. Donc imaginez s'il avait fait un mandat.
La Chine, aujourd'hui, qui est là, présente, quand il est arrivé, elle n'y était pas. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut... Je regrette simplement qu'il n'ait pas eu le temps qu'il faut. C'est peut-être le destin. Mais au-delà de la justice divine, Dieu a créé les sociétés, il a créé le monde, les sociétés sont organisées. Et nous avons une justice humaine. Et cette justice humaine a ses règles, a ses lois, a ses codes. Donc qui ne permettent pas également à chacun de faire tout ce qu'il veut et n'importe qui faire ce qu'il veut. Ces textes existent. Ce qu'on demande aujourd'hui et qu'on regrette, c'est que le fait qu'il n'y ait pas l'enquête, non pas pour châtier, et je le répète encore, j'ai pris du recul, pour qu'on sache ce qui s'est passé. Parce que ce n'est pas un accident de la circulation. C'est un homme qui était un homme. Il était président de la République. Il présidait aux destinées de ce pays. Il est de surcroît général. Il était chef des armées et il était militaire. Il a participé à certaines choses qui sont passées dans ce pays où il a défendu son territoire. Il a permis à ce pays d'acquérir certaines choses, certaines relations. Mais il mérite au moins qu'on sache ce qui s'est passé. Et c'est tout ce qu'on demande. Mais pas pour se venger, non. Pour l'histoire, on ne peut pas effacer l'histoire. C'est un livre de l'histoire qui est là. Le président Barré, que ses adversaires ne peuvent pas effacer pour dire qu'il n'a jamais été président de la République. Il l'a été. Et c'est dans l'exercice de ses fonctions qu'il a été abattu. Des propos ont été tenus. D'accord, il y a eu une loi d'amnistie pour se protéger. Mais alors, votre parti, à un moment, était clanisé, c'était divisé en deux. Il y a une partie qui soutenait le vote de l'amnistie. Il y a une partie qui est allée avec le président Tanja. C'est pour ça que j'ai dit, je renvoie chacun à sa conscience. Parce que, d'une manière ou d'une autre, cet homme, à un moment donné, a décrit une situation dans ce pays. Et il a estimé que la seule façon de pouvoir faire en sorte que ce pays soit pacifié, unifié, c'est d'être ensemble, dans la diversité. Et pouvoir mettre en place des programmes qui puissent permettre à ce pays, qui a plein de richesses, on le constate aujourd'hui, d'avancer. Mais 15 ans après sa mort, si encore sa mort avait servi à quelque chose, qu'il soit mort et qu'on dise dès que le président Barré est mort, on l'a enterré, les fleurs ont apparu de partout, il y a eu une surproduction, il y a eu des mines des minerais qui ont été déterrés, qui ont servi à ce pays, que tous les élèves sont. Mais les mêmes mots, la plupart des mots qu'il a eu à décrire à l'époque, sont encore d'actualité. Mais ce qui est à son actif, comme je vous disais, c'est la main tendue. Il a toujours tenté de rapprocher ses adversaires politiques. Il a toujours tenté de les approcher. Et moi, j'en sais quelque chose. Je pense que même à certains, il avait promis de se retirer. Mais l'un dans l'autre, c'est dire qu'aujourd'hui, cet homme serait encore là. Peut-être qu'on aurait eu une avancée significative. La construction d'un pays ne se fait pas à partir d'un seul homme. Quelles que soient les capacités de ce président, quelle que soit son intelligence, quel que soit ce qu'il a comme pouvoir, à lui seul, un seul homme, la construction de ce pays se fait par étapes. Et pourquoi en démocratie occidentale, on met l'alternance? Et pourquoi il progresse? Parce que chacun apporte à un moment donné, en tout cas, son apport dans la construction de l'édifice. Monsieur le ministre, aujourd'hui vous faites de la politique? Présentement, je suis chez moi. Je suis chez moi, j'ai un cabinet que j'ai créé depuis 1988, qui s'appelait à l'époque Agri Service Plus, qui a muté 7 ans après en Agri Sahel Service, et que j'ai confié aujourd'hui à mes enfants. Et je consacre l'essentiel de mon temps à aider
à faire des voyages, mais surtout à faire des écrits parce que je tiens à sortir quelques essais. J'ai eu la chance et le privilège de mon pays, grâce à Dieu, m'a donné la possibilité d'occuper des postes extrêmement importants. Je ne suis pas le plus intelligent, j'ai été avec des promotionnaires qui étaient très brillants, mais c'est le destin de chacun. Mais je reconnais que ce pays m'a beaucoup donné. Si aujourd'hui vous demandez, vous interviewez Ilia Ngoma, c'est parce que ce pays, à travers des hommes ou à travers des structures, la conférence m'ont permis d'être à des postes qui m'ont permis de me découvrir, à la communauté de me découvrir. Et également, je suis très fier d'avoir apporté une modeste contribution. Il n'est pas évident que j'ai certainement fait des erreurs, mais ce qui est important, c'est au moins être sûr que, avec beaucoup de joie et de plaisir, on a apporté quelque chose à son pays. C'est ça l'essentiel. Donc là, nous sommes à la fin de cet entretien. Vous avez un mot à dire pour les Nigériens qui vous écoutent et qui vous suivent aujourd'hui. L'élément le plus important, un des aspects que je voulais surtout soulever, c'est seulement la remise des Nigériens au travail. Parce qu'on en parle, ce n'est pas quelque chose que j'invente. Je lis l'actualité, je lis les journaux, je regarde la télévision. Je vois que beaucoup de responsables, beaucoup de concitoyens déplorent une dégradation un peu de l'administration. Les gens ne sont pas à l'heure, les gens ne travaillent pas, il faut se remettre au travail. Moi je pense que ça, il n'y a aucun pays qui peut émerger, qui peut réussir si les citoyens ne se mettent pas au travail. Ce qui est surtout important, peu importe, quel que soit le poste que vous occupez, à quelque niveau que ce soit, quel que soit là où vous vous trouvez, il faut servir honnêtement son pays et sérieusement son pays. Et ne pensez jamais qu'un acte que vous posez, vous visez des individus ou un individu. Parce que par rapport au poste que vous occupez, quand vous posez cet acte, c'est l'ensemble du pays qui en pâtit. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage surtout le retour au travail et au sacrifice pour son pays. C'est ça qui est le plus important, et que la scolarité, les élèves s'y mettent vraiment, parce qu'il n'y a pas d'avenir sans école. Aucun pays ne peut réussir sans école. Et je lance un appel à tous les acteurs pour qu'au moins notre école puisse être ce qu'elle a été et dont nous avons bénéficié. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si en 1960, 64, 65 et dans les années 70, notre génération a accusé nos pères fondateurs de l'indépendance du RDA, de néocoloniaux, de valets de l'impérialisme, etc., etc. On a tout dit. On a tout dit sur eux. Et au finish, on s'est rendu compte que nous, à leur temps, on n'a jamais été dans des cases en paillotte, même dans les arrondissements les plus reculés. Nous avons eu des bons enseignants, des bons instituteurs qui nous ont donné une formation excellente. Des enseignants ou chargés d'enseignement du collège qui nous ont bien formés. Des écoles professionnelles ou des universités où certains de nos camarades sont sortis avec des profils d'exception et qui ont permis à ce pays d'être ce qu'il est. Donc à nous, cette génération qui a bénéficié de cela, nous n'avons pas le droit de laisser l'école sombrer. Nous avons le devoir également de faire en sorte que cette école puisse être autant ou plus que celle dont nous avons bénéficié pour permettre à ce pays d'avancer. C'est le souhait le plus important que j'ai pour ce pays. Ilia Ngoma, je vous dis merci. Merci. Comme toute œuvre, l'arrivée de ce nouveau-né dans le vaste programme des émissions a pour mission de se faire une touche particulière. Rendre vivant et redonner du souffle aux questions nationales qui constituent un repère pour les générations actuelles et à venir. Telle est la vocation profonde de leur mission à domicile.